La communication alternative et améliorée, c'est des méthodes et des outils qui permettent à des personnes pour qui c'était compliqué d'accéder à la communication. Ok, c'est super. Pourtant, il semblerait que tout le monde ne soit pas encore complètement convaincu par la CAA. Les voies de la CAA. La communication alternative et améliorée pour les personnes avec des troubles complexes de la communication. Un podcast du GNCHR en collaboration avec Andéo, l'AFSA et 2 chercheuses de Grenoble INP et du CNRS au Gypsalab. Conception et réalisation, Blandine Lacour et Maxime Huige. J'ai ouï dire qu'il y aurait des craintes liées à la personne, aux proches ou à l'environnement. Des obstacles, tout un tas de préjugés et d'idées reçues qui empêchent de déployer pleinement la CAA sur Terre. Épisode 4. Freins et refrains de la CAA. Amélie Rocher-Capellan a une double expertise. Elle pratique la CAA au quotidien avec sa fille Jolène qui a un handicap de communication. Elle est aussi chercheuse au CNRS en sciences du langage et dans le cadre de ses recherches, elle s'intéresse particulièrement aux fausses idées qui circulent sur la CAA. C'est avec elle qu'on va tout de suite plonger dans les mythes et les idées zombies, comme les a nommés Paul Krugman, un économiste américain qui a écrit « Lutter contre les zombies ». Les idées zombies, j'adore ce concept. C'est une idée que la recherche, elle a tuée. Tu vois, elle est morte en recherche, mais en fait, elle veut pas mourir, donc elle continue. C'est là. Moi, j'aime bien ce concept parce qu'en CA, on va parler de mythes. Moi, je préfère parler d'idées zombies parce que tu vois, l'idée d'avoir une idée zombie, c'est pas très glorieux, quoi, tu vois. Et du coup, typiquement, t'as encore plein de gens qui ont des idées zombies. Et en particulier, le problème, c'est quand c'est des gens qui prennent des décisions, comme les médecins, qui vont mettre des bâtons dans les roues, parfois des orthophonistes. Je m'en prends pas à tous les médecins, loin de là. Je connais plein de médecins aussi qui sont super ouverts et qui écoutent. Mais ce qu'on entend souvent, en fait, c'est que, typiquement, on va dire, plutôt que d'introduire l'outil pour créer le bain de langage et aider la personne, en fait, à construire ses réseaux neuronaux dans ce bain de langage avec les outils, on va dire, non, on va attendre qu'elle ait bien du retard, on va attendre qu'elle ait pas, que du coup, on ait aussi abîmé, entre guillemets, tous les canaux qui permettent de développer des choses qui sont pré-langagères chez le bébé, qui sont l'attention conjointe, enfin, les tours de communication, tout ça qui vont se développer sans forcément qu'on ait de la parole, quoi. Et après, on introduisait l'outil vers 7-8 ans avant. Donc maintenant, c'est pas 7-8 ans, c'est un peu plus tôt, mais pas tellement. Parce que moi, on m'a dit, elle a 1 an, on va attendre un peu pour la communication, c'est trop tôt. La première des idées zombies à laquelle il faut couper la tête, c'est de dire qu'il ne faut pas commencer la CAA trop tôt. Ben si, faut commencer le plus tôt possible, bien sûr. Le cerveau de l'enfant est très plastique. L'apprentissage d'un langage sera facilité. Et puis plus on commence tôt, plus on aura de temps pour apprendre à communiquer. Mais évidemment, il n'y a pas d'âge pour se mettre à la CAA. Il n'est jamais trop tard pour commencer, même à l'âge adulte. Continuons avec Amélie, accompagnée, vous allez l'entendre, par Marion Dohen, elle aussi chercheuse en sciences cognitives, spécialisée dans la communication. Tu peux pas savoir où l'enfant va aller, donc ça c'est ce que disent les articles sur les mythes, parce qu'il y a encore ces histoires de mythes où le développement c'est par stade, ça c'est des idées qui sont anciennes et qui perdurent, mais le développement en fait, évidemment on peut le décrire en stade, mais en fait si on le regarde au niveau individuel, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, quoi. C'est un petit peu comme si on disait que normalement la marche elle arrive avant la parole par exemple, donc le bébé il a pas le droit d'apprendre à parler s'il sait pas déjà marcher, quoi. Ça sera un peu gros, mais, oui, mais c'est caricatural, mais c'est gros. Et il y a cette idée dans les mythes sur la CA, c'est vraiment cette idée que l'enfant, avant de pouvoir accéder à un outil, sur tablette, il faut qu'il pointe. Donc, on va entraîner le pointage, ou on va entraîner beaucoup aussi tout ce qui est attention partagée, tout ça. Et puis, alors seulement après, on va introduire l'outil quand on a... Mais c'est pas comme ça que ça se passe avec le langage. Le langage, on introduit tout d'un coup. Et puis, petit à petit, le bébé, il va sélectionner aussi... Le bébé, il va pas se mettre à parler comme toi du premier coup. Au début, il va mal articuler, il va babiller, il va inventer des mots... Et donc, par contre, les enfants avec des handicaps, c'est comme si on s'attendait à ce que tout à coup, on leur donne le truc et que... Et que, hop, il parle. N'allez pas croire que j'ai coupé la chic à Amélie Rocher-Capellan. Mais parfois, elle nous invite, disons, à poursuivre nous-mêmes le raisonnement pour montrer qu'on a compris. Et on a compris, non ?
Pas besoin d'exiger certaines compétences pour proposer de la CA. Pas besoin non plus d'attendre que la personne initie la communication. Il n'y a pas de prérequis en CA, à part peut-être d'avoir envie. Tout comme l'appétit vient en mangeant, la communication vient en communiquant. On en a déjà un peu parlé dans ce podcast, mais pour une petite piqûre de rappel, je convoque Marielle Lachenal. Ça tombe bien, elle est médecin. Et en plus, elle a cette capacité de parler en images. Ça doit être grâce à sa fille Géraldine qu'elle a développé ce sens-là. Du coup, c'est avec une mangrove qu'elle va nous expliquer pourquoi c'est bien de prendre les devants. Donc une mangrove, il y a une graine qui tombe dans l'eau, il y a l'arbre qui pousse, et puis de marée en marée, les racines de l'arbre filtrent la terre et l'île se crée. C'est-à-dire que c'est l'arbre qui précède l'île et non pas l'île qui permet de planter l'arbre. C'est-à-dire que quand on dit « elle n'a pas le niveau, attendez que pour mettre en place des outils », on fait l'inverse de la mangrove. Si on dit « on va planter des graines, on va y aller doucement », et après, la pensée va se construire. Mais une pensée ne peut pas se construire si on n'a pas des mots pour penser, si on n'a pas des images dans sa tête. C'est Bentolila, qui est un linguiste, il dit « on ne dit pas ce qu'on voit, on voit ce qu'on dit ». C'est-à-dire, dans le monde, on voit ce qu'on sait dire, ce qu'on connaît. Et si on ne donne pas, par la CA, des mots pour penser, on enferme les enfants dans le brouillard, dans un monde vide. Parce qu'ils ne verront le monde que si on leur nomme le monde. Et il faut nommer le monde par les mains, par les pictos, par les tablettes, mais si on leur nomme pas le monde, ils ne voient pas le monde. Donc il faut que ça soit notre obsession de leur nommer le monde, de leur apporter le monde pour qu'ils construisent leur pensée, parce qu'ils en valent la peine. Précisons que Marielle Lachenal a emprunté la métaphore de la mangrove à Andy Clark, un philosophe britannique qui soutient le rôle du corps et de l'environnement dans le développement langagier et cognitif. Continuons à faire le tour des idées zombies avec Stéphane Julien. Stéphane est orthophoniste basé en Suisse et spécialiste de la communication avec les personnes qui ont des troubles complexes de la communication. On entend souvent que la CAA ralentirait l'apprentissage de la parole. Alors j'ai demandé à Stéphane si c'était vrai ou pas. On peut vraiment très clairement affirmer que la communication alternative et améliorée n'entrave pas le développement potentiel de la parole de la personne et de la communication de la personne. C'est absolument clair. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut répéter, puisque ça fait quand même une bonne vingtaine d'années que c'est clairement établi dans la littérature. C'est pas un auteur qui a dit ça tout seul, c'est en fait pour différents troubles, avec différents types d'outils, on voit ce résultat-là. Plus on avance, et plus il me semble qu'on peut affirmer sans risque que la CAA, c'est tout bénef. Elisabeth Catex, ergothérapeute qui a des années de pratique de la CAA derrière elle, va même plus loin. La communication alternative, en fait, n'a jamais empêché quiconque d'accéder au langage oral. Au contraire, aucun cas n'est recensé de personnes qui auraient préféré la communication alternative au langage oral, si je puis dire. C'est bien plus compliqué de montrer un pictogramme, de tourner les pages d'un classeur de communication que de parler. C'est bien plus compliqué. Évidemment que le langage oral, s'il doit venir, vient. Et par contre, à l'opposé de ce que je viens de dire, il y a beaucoup de cas dans la littérature, justement, de personnes qui ont accédé à des mots, plusieurs mots, qui se sont multipliés et qui peut-être n'accèdent pas à un langage complet, à un langage oral complet, mais qui utilisent un mix de langage oral et de communication alternative sans que la communication alternative soit un frein au développement du langage oral. Et bim! Non seulement la CAA n'empêche pas la parole, mais favoriserait plutôt tous les apprentissages. C'est un cercle vertueux. Puis c'est assez logique. En quoi prendre soin de quelqu'un, stimuler ses neurones, lui offrir des possibilités de communication, ça pourrait lui être dommageable. Eh bien, pour Elisabeth Catex, les doutes persistants de certains s'expliquent. Ah oui, le principal frein, à mon avis, c'est qu'on est un pays très cartésien et qu'en France, il faut toujours faire la preuve avant de commencer. Il faut toujours faire des bilans pour prouver que ce que l'on avance est vrai, est véridique, est prouvé. Quand vous voulez équiper une personne
Alors, d'un tableau de communication, ça se fait en bricolant. Mais si vous voulez l'équiper d'une machine d'aide à la communication qui coûte très cher, eh ben, il faut prouver que ça marche. Et pour prouver que ça marche, il faut avoir mis la personne en situation d'avoir cette machine. Eh ben, rien que le fait d'essayer cette machine, c'est dans certaines régions quasi impossible. Maintenant, il y a plus de possibilités de prêt, heureusement, il y en a un peu plus, mais ça n'empêche que la meilleure manière de prouver qu'une personne est capable intellectuellement, cognitivement, d'utiliser des outils d'aide à la communication, c'est de les mettre en place. Ce que dit Elisabeth pour les outils technologiques est vrai pour les signes, les pictos et tout le reste de la CA. De plus en plus de recherches portent sur la CA et elles vont toutes dans le sens d'une reconnaissance de l'efficacité de la CA. Mais il y a encore des choses à démontrer scientifiquement, même si, empiriquement, on le constate déjà. Sur le terrain, on voit que ça marche. Puisqu'Elisabeth a mentionné que l'accès aux technologies de CA n'est pas évident, profitons-en pour écouter une nouvelle voix de ce podcast, celle d'un expert en outils technologiques de CA, justement, Samuel Pouplin. Il est ergothérapeute et travaille à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Il participe notamment à la plateforme Nouvelles Technologies de la Fondation Garches, qui a pour objectif de préconiser des aides techniques pour communiquer. Et son regard sur l'aspect technologique est intéressant. L'a priori, c'est de croire qu'une seule modalité peut résoudre toutes les situations de communication. Mais c'est pas possible, ça. Mais souvent, dans la tête des gens, il y a quand même cette idée-là qui reste prégnante. Et l'outil technologique, il a encore plus cette réputation-là parce qu'on a tendance à dire, en arrivant, « Ah, mais maintenant, quand même, avec tout ce qu'on fait au niveau technologique, on doit pouvoir répondre à tout. » Mais en fait, c'est pas vrai. Et je pense que toi, là, il y a un gros a priori qui est sûrement lié à une méconnaissance de la techno. C'est que la techno, c'est bien, mais ça n'a jamais été une panacée. Mais de toute façon, ça peut répondre à des situations de communication, mais peut-être pas toutes. Et que y a des personnes qui vont venir en me disant « Moi, je veux une synthèse vocale. » Et finalement, quand tu analyses leur situation de communication, eh bien, c'est pas forcément l'outil qui est le plus approprié. Et qu'il faut utiliser autre chose. Croire que la technologie va tout résoudre peut s'avérer être un obstacle à la pratique de la CA, car ça va générer des attentes démesurées et puis ensuite de grosses déceptions. Il faut croire au potentiel de la CA et à ses apports, mais pas se faire des films non plus. L'autre aspect qui est aussi super important, qui pour moi qui est un verrou dans l'usage, c'est l'inertie du message. Quoi qu'on en dise, tous les outils que tu vas utiliser, à part peut-être le geste, on va générer une inertie un peu dans le message parce qu'il va falloir que tu élabores ton message, que la personne soit là, etc. À condition que la personne en face avec qui tu communiques prenne le temps d'accueillir le message. Et ça, on se rend compte que des fois, c'est pas toujours le cas, où on va avoir tendance à fermer le message à la place de la personne. Du coup, ton message, il retombe comme ça parce que la personne, elle n'a pas le temps de communiquer. Donc ça, c'est vraiment un gros verrou, autour de ça. Ça, c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé. C'est pour ça que je voulais que Samuel Pouplin insiste un peu sur ces aspects-là. La technologie permet d'aller plus vite, tout s'accélère dans nos vies, mais en CA, on ne fera jamais l'économie du temps partagé avec l'autre. Parmi d'autres verrous que Samuel souhaiterait voir sauter, il y a la réactualisation des connaissances des professionnels. Cette problématique est revenue régulièrement lors de mes entretiens. Avec Lynn Yu, par exemple. Lynn est directrice éditoriale du site Happy CA, mais c'est surtout en tant que maman d'Eva qu'elle témoigne de son expérience. Moi, c'est ce que j'ai vécu en tant que maman. Très, très jeune, il y avait certains professionnels, certains médecins qui ont, je pense, en quelque sorte, essayé de me mettre en garde sur le fait d'avoir trop d'espoir. Qu'ils essayaient de m'encourager à revoir mes attentes à la baisse. Et j'ai dit, pour certaines choses, ça n'allait pas être possible pour elle. Et même quand c'était des outils très, très basiques, très simples, enfin, rien que le petit classeur de demandes qu'on avait mis en place, je me souviens d'un médecin qui disait qu'il fallait qu'on accepte qu'elle nous communiquait, qu'elle était quand même handicapée. Oui, d'accord, elle est handicapée, peut-être, mais ça ne l'empêche pas de pouvoir progresser, communiquer, apprendre. La fille de Lynn, Eva, a aujourd'hui tout juste 15 ans. Mais beaucoup de parents vivent encore des situations similaires en 2024.
Donc, pour moi, je pense qu'il y a une grande question autour du fait de oser espérer une vie plus épanouie, une communication plus satisfaisante pour les personnes que l'on accompagne. Et parfois, ça demande de désapprendre certaines choses. Que ce soit des expériences peut-être douloureuses qui ont été vécues, enfin certaines limites qui ont été posées ou imposées par des professionnels. Et puis, je pense que pour des professionnels aussi, parfois, par leur formation initiale, on leur a dit la communication, ça se passe d'une certaine manière, et il y a certains prérequis, et si on n'a pas acquis ces prérequis-là, on ne peut pas mettre en place la CAA. Donc aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. On est vraiment dans le fait de donner des moyens de communication à tous, donner des opportunités de communication motivantes, enrichissantes, et voir ce qui se passe. Donc, il n'y a pas de prérequis pour la mise en place de la CAA, c'est très clair. Mais malheureusement, ça reste un frein important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui restent encore dans cet état d'esprit un peu qu'il y a certains candidats pour la mise en place de la CAA et puis d'autres personnes qui ne devraient pas y avoir accès. Retenez bien cela, il n'y a pas de bon candidat pour la mise en place de la CAA. Il faut présumer des compétences de chacun et chacune. Et c'est pour ça que la formation des professionnels est si importante, car certains pros partent encore du principe que la personne doit démontrer certaines capacités pour accéder à tel ou tel outil. Alors même que c'est en utilisant l'outil avec la personne au quotidien et en lui laissant à disposition qu'elle va pouvoir comprendre qu'elle peut agir sur le monde et construire une communication langagière via l'outil. L'enjeu autour de la formation des professionnels à la CAA et aux outils est énorme. Il faut que les pros puissent avoir accès à des connaissances actualisées, sinon ils restent bloqués sur des conceptions scientifiques anciennes de la communication et du langage, alors même que la recherche avance plus vite que la pratique. Les témoignages que j'ai recueillis sont à la fois tous différents et en même temps ils racontent tous les mêmes petits refrains entendus à chaque fois autour de la CAA. Écoutez Aline Ledoux, la maman de Charlotte, qui elle aussi a dû faire face à ces petits refrains qui sont autant de grands freins à la pratique de la CAA. Comment, en 2022 ? Oui, elle dit 2022 car elle est en train de me raconter son parcours. Mais au moment où elle me raconte, on est en 2024. Comment des gens peuvent nous dire « ça sert à rien d'essayer ». C'est pas possible, quoi. Et en fait, je me suis vraiment penchée sur toutes ces recherches et en fait, les gens croient bien le faire. Les gens croient bien faire parce que déjà, les thérapeutes qu'on a en face de nous, ils ont entre 40 et 50 ans. Et donc, ils ont été formés avec une autre vision des choses. Et soyons honnêtes, quand est-ce qu'on voit des personnes en situation de handicap ? Moi, la première fois que j'ai vu une personne en situation de handicap, j'avais 23 ans. Sinon, c'était dans les livres. Parfois à la télé, rarement. Mais du coup, on connaît pas. On connaît pas, ça fait peur. Et en fait, les gens, ils étaient très bienveillants dans leur tête. Et ils m'ont dit, mais Aline, au nom de notre amitié, fais le deuil de ta fille, mets-la en institut et reviens travailler, quoi. Parce qu'ils se donnent comme mission de faire comprendre aux parents que l'enfant, en fait, il n'est pas quelqu'un. Et c'est ça, en fait. Beaucoup de thérapeutes et de professionnels avaient envie de protéger les parents, avaient peur que les parents aient trop d'espoir dans un truc et nient le handicap, disent qu'on est dans le déni. J'ai jamais été dans le déni par rapport à ma fille. Oui, elle est en situation de handicap dans plein de situations. Elle est porteuse d'un remaniement chromosomique. On lui changera jamais tous ses chromosomes. Même si, imaginons qu'il y a un médicament miracle qui arrive, elle aura déjà passé 12 ans de sa vie avec ce chromosome. Elle est construite avec ça. Elle est différente. Oui. Mais c'est pas pour autant qu'elle n'est personne. Et ça, ils n'ont pas compris. Les mentalités évoluent doucement, notamment grâce à des travaux de recherche nourris de savoirs expérientiels et qui permettent de démontrer scientifiquement ce qu'apporte la CAA et de démonter tout aussi scientifiquement les idées zombies qui traînent encore par là. Pour autant, des facteurs limitants persistent. Ceux qui sont propres à la personne, comme ses difficultés physiques ou sensorielles, les facteurs liés à la méthode et aux outils de CAA, et les facteurs limitants liés à l'environnement. La famille est-elle soutenante ? Y a-t-il des professionnels disponibles et proches de chez soi ? Quid de la mise en place de la CAA dans les milieux médico-sociaux ? Parce qu'une fois que vous avez mis en place la CAA à la maison, que vous avez trouvé un super pro bien formé pour des séances individuelles, eh bien il faut mettre aussi en place la CAA dans le reste de la société. Et là, c'est une autre histoire que je vous raconterai un autre jour.
En attendant, il faut se former. On l'a dit, il faut que les professionnels soient formés, c'est sûr, mais aussi que les parents soient formés. Parce que c'est pas si simple, la CAA. Et sans formation, on se retrouve vite dans des situations inconfortables. Écoutez ce qu'en dit Amélie Rocher-Capellan, qui a beaucoup étudié cette question. Je ne vous l'ai pas encore précisé, mais elle est notamment membre du groupe de recherche Inter-A-Action, qui travaille à diffuser des connaissances autour de la CAA. Les parents, ils gèrent plein de trucs. Le matin, typiquement, il y a une maman qui disait ouais, mais bon, moi, le matin, je suis en train d'installer mes petits dans la voiture, je les attache, tout ça. Je peux pas prendre l'outil de communication pour dire tiens, je vais t'attacher ta ceinture, tout ça. Il y a aussi le fait qu'il y a des parents du coup, qui ont les mauvais modèles de développement du langage, qui n'ont pas compris, à qui on n'a pas expliqué que le langage se développait via la modélisation, ce qui, du coup, sont dans l'attente que l'enfant produise le comportement pour lui donner une réponse. Donc, une maman qui disait moi, je supporte plus ces outils, ces classeurs de communication, parce que mon enfant, il voulait un verre de lait, et j'étais là à attendre qu'il me le dise avec l'outil, alors que j'avais bien compris qu'il voulait son verre de lait, et à chaque fois, c'était des crises, parce qu'elle appliquait une méthode qui sont des méthodes anciennes, qui est si tu veux que je t'en donne ton verre de lait, tu dois me donner ton picto, quoi. Et l'enfant, il comprend pas, quoi. Pourquoi est-ce que d'habitude tu me donnes mon verre de lait et là, il faut que je te donne un picto. Enfin, tu vois un peu le truc, quoi. Là, si je te dis, Blandine, si tu mets un verre d'eau, tu me donnes le picto. Tu diras, mais... Ou même, tu vois, tu me fais le signe boire et puis je te réponds pas. Tu serais là, mais pourquoi tu me réponds pas? Tu sais bien que je t'ai dit que je voulais boire, là, tu vois. Donc, du coup, la maman dit dans l'article, enfin, c'est rapporté dans les articles, quoi. Elle dit, moi, il me faisait des crises et j'en pouvais plus parce qu'elle appliquait une mauvaise méthode. Parce que l'idée, c'est que quand l'enfant, il veut boire, on lui amène à boire et on lui montre aussi l'alternative de pouvoir le faire avec un picto. C'est pas, on attend, si tu me donnes pas le picto, t'as pas le truc. Pour un enfant qui utilise pas encore des pictogrammes, c'est pas la bonne méthode d'approche. Amélie m'a expliqué que cet exemple du verre de lait provient d'un article scientifique d'une chercheuse australienne, Alison Moorcroft, qui a étudié les freins à l'usage de la CAA. Le groupe de recherche Inter-A-Action s'inspire entre autres des travaux d'Alison Moorcroft. Donc du coup, les gens sont aussi en difficulté parce que ils sont dans des mauvais modèles, ils sont pas forcément bien conseillés. On n'a pas assez de gens formés en France. Il y a clairement un manque de professionnels qui pourraient servir de guide. Et du coup, trouver un outil, les parents, ils vont y aller à tâtons, ils vont essayer des choses et puis ils vont pas arriver, ils vont culpabiliser, donc ils vont tout rejeter en bloc, parce que c'est compliqué, parce qu'on se sent en échec, etc. Donc moi, j'ai envie de dire, le premier truc qui est important, je reviens encore dessus, le premier truc, c'est répondre aux signaux de l'enfant, c'est manger avec son enfant, c'est lui lire des histoires, c'est lui apprendre tous ces endroits où la communication, elle va pouvoir se mettre en place et que l'enfant, il acquiert ces codes-là. Le risque de découragement des parents, c'est probablement le risque numéro 1. Alors dans le doute ou quand tout paraît compliqué, c'est bien, comme le dit Amélie, de se rappeler que le plus important, c'est d'être en lien avec son enfant qui a un handicap de communication, comme avec n'importe quel enfant. Mettre en place de la CAA, c'est d'abord être bien ensemble et se faire plaisir sans se fixer trop de contraintes ou de limites. Cette question des limites est intéressante d'ailleurs, car on entend parfois dire qu'il n'y a pas de limites en CAA. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a des limites très présentes. Pour y voir un peu plus clair, j'ai demandé à Lynn Diu ce qu'elle en pensait. Est-ce qu'il y a des limites? Oui et non. Évidemment, la personne, elle va évoluer en fonction de son potentiel. Et on ne peut pas prédire jusqu'où elle va pouvoir aller. Donc, des limites, certainement, il y en a. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas où elles sont, ces limites. On ne saura jamais si on y est arrivé. Et donc, on a un petit peu ce devoir d'essayer de chercher à aller un petit peu plus loin. Et donc, moi, ça me parle vraiment. Moi, ma fille, elle a 14 ans. Elle rentre tout doucement dans la lecture et l'écriture. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et ce que je vise, c'est qu'on prend toujours plaisir à faire ces activités de lecture et d'écriture. On travaille ça un petit peu tous les jours. Elle fait des progrès. Elle n'écrit pas encore des bouquins, mais ça va peut-être venir. Et ma foi, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de maintenir cette dynamique de prendre plaisir dans les apprentissages, continuer à avancer, continuer à évoluer et toujours garder un petit peu cet esprit ouvert en se disant il arrive de nouvelles choses qui n'existaient pas il y a 5 ans, qui n'existaient pas l'année dernière. Je vais continuer à essayer de me renseigner. Donc, ça peut être vécu un peu comme une pression,
Mais en fait, moi, je préfère me dire que c'est plutôt une découverte et on est constamment dans cette dynamique d'évolution et d'apprentissage. Et quand j'ai l'impression que ça stagne, ce qui arrive quand même assez souvent, il y a des périodes où on se dit, de ces moments de démotivation, ça va venir, ça va précéder une période d'évolution. On s'est dit, heureusement qu'on a tenu le cap et qu'on a continué parce que finalement, il y a quelque chose qui sort aujourd'hui auquel on ne s'attendait pas. Tout cela est plutôt positif. Si j'ai bien compris, il y a des limites, mais on ne sait pas trop lesquelles ni quand on les atteindra. Allez, avant de nous quitter, un petit Marielle Lachenal pour la route. Moi, Marielle, je l'écoute un peu comme j'écoute un podcast philosophique. Elle dit un truc et j'ai envie de m'endormir avec, en y pensant. Pas parce que ça m'endort, mais parce que la nuit, on a du temps pour penser. Une fois, j'ai fait une formation à Marseille et il y avait une rencontre de famille le soir et il y avait une maman qui m'a dit « Moi, votre truc, ça ne marchera pas. Mon fils, c'est de la pierre. » C'est terrible quand une maman, elle dit ça. Et moi, je lui ai dit « Mais regardez, si vous allez à Notre-Dame-de-la-Garde, les marches d'escalier, elles sont usées. » Et donc, des marches usées, elle savait ce que c'était. C'est-à-dire que même le caillou, ça s'use. Mais en attendant que ça s'use, il faut tenir. Vous voyez, c'est pas magique, la CA. Des fois, on peut avoir à signer, à poder pendant 1 an. Et là, si on n'est pas soutenu, si on n'a pas la conviction que le caillou, ça s'use, on lâche. Et on dit, je vous avais bien dit, votre truc, ça marche pas, il est trop pas bon. Il faut pas être tout seul et il faut être formé. Marielle m'a dit qu'elle était une militante des trop pas bons. J'ai bien aimé ça. Notez bien que la liste des freins à la pratique de la CA donnée dans ce podcast n'est pas exhaustive et n'est pas là pour vous décourager non plus. Mais ce petit tour d'horizon vous permettra, je l'espère, d'être mieux préparé pour débuter en CA. Merci à Amélie, Jolène, Marielle, Géraldine, Samuel, Elisabeth, Lynn, Eva, Aline et Charlotte. Et nous, on se retrouve très vite pour le 5e épisode de la CA pour les trop pas bons et pour les autres aussi. Retrouvez les épisodes des Voix de la CAA sur toutes les plateformes d'écoute.